Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une séance HLP, Humanité, Lettres, Philosophie, à dominante de lettres, et il s'agit d'un entraînement à la question d'interprétation autour du thème Histoire et violence. Le texte sur lequel vous avez travaillé est un extrait de Hiroshima, mon amour de Marguerite Duras, qui n'est pas à proprement parler un roman, il s'agit d'un récit bien sûr, mais en réalité il s'agit d'un scénario, le scénario d'un film qui s'appelle également Hiroshima, mon amour. Je fais lecture de l'extrait et nous revenons sur la question qui était posée. Une Européenne se rend au Japon pour découvrir la ville d'Hiroshima, qui a subi le bombardement atomique des Américains le 6 août 1945. Elle tombe amoureuse d'un Japonais et lui décrit sa première visite de la ville lors de commémoration de la tragédie. Elle, 4 fois au musée à Hiroshima. J'ai regardé les gens. J'ai regardé moi-même pensivement le fer. Le fer brisé, le fer devenu vulnérable comme la chair. J'ai vu des capsules en bouquet. Qui y aurait pensé? Des peaux humaines flottantes, survivantes, encore dans la fraîcheur de leur souffrance. Des pierres brûlées, des pierres éclatées. Des chevelures anonymes que les femmes de Hiroshima retrouvaient tout entières tombées le matin au réveil. J'ai eu chaud, place de la Paix. 10 000 degrés sur la place de la Paix, je le sais. La température du soleil sur la place de la Paix. Comment l'ignorer? L'herbe, c'est bien simple. Lui, tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien. Elle. Des reconstitutions ont été faites le plus sérieusement possible. Les films ont été faits le plus sérieusement possible. L'illusion, c'est bien simple, est tellement parfaite que les touristes pleurent. On peut toujours se moquer, mais que peut faire d'autre un touriste que justement pleurer? J'ai toujours pleuré sur le sort d'Hiroshima. Toujours. Lui, non. Sur quoi aurais-tu pleuré? Elle. J'ai vu les actualités. Le deuxième jour, dit l'histoire, je ne l'ai pas inventé, dès le deuxième jour, des espèces animales précises ont ressurgi des profondeurs de la terre et des cendres. Les chiens ont été photographiés. Pour toujours, je les ai vus. J'ai vu les actualités, je les ai vus. Du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Lui, tu n'as rien vu. Rien. Elle. Du 15e jour aussi, Hiroshima se recouvrit de fleurs. Ce n'était partout que bleuets et glaïeuls, et volubilis et belles d'un jour qui renaissaient des cendres avec une extraordinaire vigueur inconnue jusque-là chez les fleurs. Je n'ai rien inventé. Lui, tu as tout inventé. Elle, rien. De même que dans l'amour, cette illusion existe, cette illusion de pouvoir ne jamais oublier. De même, j'ai eu l'illusion devant Hiroshima que jamais je n'oublierai. De même que dans l'amour, j'ai vu aussi les rescapés et ceux qui étaient dans les ventres des femmes de Hiroshima. J'ai vu la patience, l'innocence, la douleur apparente avec lesquelles les survivants provisoires de Hiroshima s'accommodaient d'un sort tellement injuste que l'imagination, d'habitude pourtant si féconde, devant eux se referme. Écoute, je sais tout. Ça a continué. Lui, rien. Tu ne sais rien. Voilà pour l'extrait et pour sa lecture. Un sujet vous était confié et c'était celui-ci. L'enjeu de ce dialogue consiste-t-il prioritairement à représenter le spectaculaire bombardement de la ville d'Hiroshima? Vous appuierez votre réponse sur une analyse précise du texte. La première étape face au sujet, c'est évidemment, et il ne faut absolument pas négliger cette étape, sans quoi on prend le risque de faire un hors-sujet, il faut interroger le sujet et arriver à problématiser la question. Que dit ce sujet? Ce sujet pose la question de la représentation du bombardement. Dans le dialogue, on a effectivement elle qui montre, qui dit, qui représente donc le bombardement à grand renfort de détails. Mais en face de elle, il y a lui qui dit qu'elle ne peut pas savoir et qui questionne donc la possibilité de savoir quand on n'a pas vécu. Seuls ceux qui ont vécu les horreurs, dit-il, peuvent savoir. Tu ne sais rien, tu n'as rien vu. Quand il questionne la possibilité de savoir,
de connaître ce que l'on n'a pas vécu. Il questionne également la possibilité des musées, des commémorations, plus largement de l'art, du témoignage, à témoigner véritablement, à dire les violences de l'histoire. On a donc une problématique qui se profile et qui va jouer sur cette tension. En quoi ce dialogue pose-t-il la question de la capacité à dire ou à témoigner d'une telle violence de l'histoire? Et on est sensible évidemment à la fin du sujet qui redit qu'il faut s'appuyer avec précision sur le texte pour l'analyser. Donc on ne se contente pas de remarques générales ou généralistes sur la violence dans l'histoire, sur les violences dans l'histoire ou sur la possibilité ou non qu'on a de témoigner. On va chercher des mots, des structures, des passages précis du texte. Un plan était possible que je vous propose maintenant. Dans la première partie, il s'agissait évidemment de s'intéresser au discours de Elle, de montrer que le bombardement spectaculaire d'Hiroshima était mis en scène. On peut montrer, donc on peut voir à travers ce qui est montré, et ça, tout le monde l'a plutôt bien réussi. Dans une deuxième partie qui, la plupart du temps, ne vous a pas posé de problème, il s'agissait de montrer que lui s'opposait de façon très ferme à ce discours et que finalement, il disait qu'une telle violence de l'histoire était indicible et que ne pouvaient la comprendre que ceux qui l'avaient vécue. Pour la troisième partie, je me suis appuyée sur un paradoxe. Ce paradoxe, vous l'avez presque tous senti sans pour autant arriver à le formuler. Tous ou presque, vous avez dit, on voit l'horreur d'Hiroshima bien plus à travers le comportement de l'homme qu'à travers le discours de la femme. Ce faisant, vous étiez quasiment tous d'accord sur le fait que les violences de l'histoire étaient indicibles d'un côté, et quasiment tous d'accord ensuite sur le fait que Marguerite Duras parvenait ici, par le silence de son personnage, à nous faire voir ces violences de l'histoire, c'est-à-dire à les dire. Et vous voyez bien le paradoxe. Les violences de l'histoire sont indicibles et c'est bien ce que réussit à dire ce dialogue. D'où mon troisième axe qui joue sur un terme extrêmement important et vous êtes nombreux à avoir senti qu'il était important sans toujours parvenir à vous en saisir, c'est le terme illusion. Troisième axe, la réussite du dialogue à faire voir dit la capacité qu'a l'art à dire l'indicible grâce à l'illusion. Et je vous rappelle, ou je vous apprends pour ceux qui ne la connaissaient pas, cette citation de Maupassant qui dit que les réalistes sont des illusionnistes de talent. Illusionnistes non pas parce qu'ils trichent, mais parce qu'ils parviennent, à la manière des illusionnistes magiciens, à faire voir vraiment ce qui n'existe pas. C'est ce que fait le magicien sur scène. Il vous fait voir un chapeau vraiment vide, alors que le chapeau, bien évidemment, ne l'est pas. Ici, c'est notamment le rôle du rien que lui oppose régulièrement à elle, et avec ce rien, le personnage de Il va rejeter le discours du personnage féminin et il va placer le lecteur face au sentiment de voir ou de sentir finalement la réalité du bombardement et plus encore du traumatisme. Avec ce rien, il nous dit le vide, le néant qui suit immédiatement le bombardement, donc le traumatisme. Donc, l'art ici parvient à nous dire, à nous faire voir, grâce à l'illusion, ce qu'il est impossible de dire ou de faire voir. Voilà pour cette correction de questions d'interprétation. Je vous félicite, quoi qu'il en soit, des travaux que vous m'avez rendus, qui sont dans l'ensemble de bonne qualité. Je vous félicite du travail accompli jusque-là. Nous terminons ici le chapitre Histoire et violence et nous nous emparons dès la semaine prochaine du dernier thème de votre année de terminale. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.